Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club spécial Euro, le Morito Euro. On est à l'antenne à présent de façon quotidienne durant la compétition, du lundi au vendredi, 17h, 18h, tous les jours sauf le week-end, pour vous parler donc du championnat d'Europe des Nations qui se déroule cette année en France, l'Euro 2016, avec le match d'ouverture ce soir bien sûr France-Roumanie. On va en parler en particulier aujourd'hui. On parlera également bien des matchs qui se dérouleront ce week-end, qu'on aura le plaisir de commenter lundi, c'est-à-dire commenter ce qui s'est passé, etc. Alors que tous les chroniqueurs sont à présent en studio, le dernier arrive avec un peu de retard. Il s'agit de Cédric, on va lui laisser la parole dans quelques instants. Et tout d'abord, pour commencer, présentation des deux autres chroniqueurs du jour. Yannick tout d'abord, salut Yannick. Salut Pablo, salut à tous. Paolo. Ça commence bien, voilà. Ouais, c'est la Copa América que j'ai en tête, je pensais. Voilà, t'es en mode Copa América, toi qui es plutôt foot sud-américain, avec tu es un fan du Brésil, on le rappelle à chaque fois, puisque voilà, depuis ce qui s'est passé il y a 2 ans, on aime bien te le rappeler. J'ai remarqué, oui. Également avec nous aujourd'hui, c'est sa première émission, Christophe. Salut Christophe. Salut Paolo. Voilà, tu es avec nous ce soir. Alors on a un maillot de la France, Christophe, et un maillot de la Croatie. Yannick, je décris un petit peu ce qui se passe autour de moi en studio. Et le troisième larron du jour, c'est Cédric. Salut Cédric, avec le maillot floqué du numéro 22 de l'équipe de France. Exactement, de 2014, floqué Schneiderlin. D'accord, voilà, Schneiderlin. Le réserviste habitué. Le réserviste qui sera à nouveau présent dans les 23. Il sera sans doute pas titulaire très souvent, mais sait-on jamais, peut-être que les aléas de la compétition feront qu'il jouera du temps. Et puis moi j'ai un t-shirt Carlos Valderrama, voilà, rien à voir, plutôt en mode Sud-Amérique, Amérique du Sud, comme Yannick qui a le maillot de la Croatie, donc rien à voir non plus. Mais en tout cas, pour commencer cette émission, alors ce qu'on disait hors antenne, on va commencer par l'équipe de France, le match de l'équipe de France. On aura un quiz aussi que j'ai concocté, partir notamment d'éléments réchauffés, mais enfin je vous en parlerai tout à l'heure. Et on parlera aussi des matchs de ce week-end qu'on commentera à partir de lundi, puisque c'est la quotidienne pendant l'Euro, 17h, 18h, le Morito FC, du lundi au vendredi sur le 91.9 FM. Alors tout d'abord, on commence par le grand rendez-vous de ce soir. Ça y est, la tension monte, en quelque sorte, la fièvre monte petit à petit avec ce France-Roumanie qui s'annonce. Alors je vous propose peut-être tout simplement de commencer par commenter un petit peu la compo de cette équipe de France, la compo prévisionnelle. On verra après ce que vous avez à dire. On va laisser le débat se dérouler de manière un petit peu comme il viendra. Donc l'équipe de France, selon l'équipe, alors après vous allez commenter, vous allez me dire si vous êtes d'accord, ce que vous aurez mis à la place, etc. Apparemment c'est du classique. C'est du classique, voilà, rien d'extraordinaire. Loris dans les buts, c'était bien sûr attendu. La défense centrale, Rami Koscielny. À gauche, on aura Patrice Evra. À droite, Bakary Sagna. N'Golo Kanté en sentinelle devant la défense, avec Matuidi, Pogba également en milieu de terrain. Et le trident offensif sera composé de Giroud au milieu, de Payet à gauche et de Griezmann à droite. Voilà ce qui est prévu a priori ce soir pour l'équipe de France. Un petit mot déjà sur cette compo pour commencer, Cédric. C'est très classique de Deschamps. Après c'est vrai que certains observateurs, j'ai écouté un petit peu la radio à droite à gauche, c'est vrai qu'il y en a qui parlaient éventuellement du choix de Cabaye par rapport à Kanté, même si Kanté a prouvé sur les matchs qu'il avait sa place. Donc Cabaye dans une configuration plus offensive, alors du coup Cabaye comme il l'a fait il me semble lors de la Coupe du Monde, donc en espèce de pseudo Pirlo. Voilà, c'est ça. Dès le premier match, c'était contre Honduras. Je sais pas si il avait aligné, je sais plus ce qu'il avait aligné exactement d'ailleurs. C'est aussi un 4-3-3 ouais. Dans ce type-là. Il me semble même qu'il y avait déjà Matuidi et Pogba à côté. Ouais. Après, Kanté a montré pendant les matchs amicaux notamment qu'il répondait présent. Après, ce sera des choix. Et puis à mon avis, les séances un peu de tous les jours déterminent un petit peu celui qui est plus à même de démarrer. Ouais. Donc vous y croyez à cette compo, ce sera ça, il y aura pas de changement, pas de surprise. Il y avait des rumeurs par rapport à Martial, où certains journalistes pensaient que ce serait plutôt Martial à la place de Payet. Oui. Vu que là, il me semble la dernière séance d'entraînement était à huis clos, donc on n'a pas pu trop regarder les compositions, mais ça paraîtrait logique que ce soit Payet. Il a un peu plus d'expérience, un peu plus âgé. On garde les deux jeunes sur le banc
pour leur côté explosif. Voilà, en cours de match éventuellement voilà. du Martial pour dynamiter peut-être cette défense de la Roumanie qu'on imagine, qu'on prévoit regrouper et très très solide. Christophe, ton avis aussi sur cette compo? Un petit mot du classique. Après, on retrouve l'effectif qu'on voit régulièrement. Plus d'expérience. Les jeunes qui pourront rentrer, c'est de tout dynamiter deuxième mi-temps, fin de match. Voilà, donc ça te convient à toi aussi. Alors la question peut-être qui se pose aussi, c'est le 4-3-3. Est-ce que ce 4-3-3 aura bien lieu, ou est-ce qu'on n'aura pas finalement plutôt avec ces 3 joueurs offensifs une espèce de configuration en 4-3-1-2 avec plutôt Payet meneur de jeu et Griezmann deuxième attaquant par rapport avec Giroud, donc qui serait les deux attaquants, peut-être un Payet plus meneur de jeu qu'ailier. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu la question qui se pose aussi quand on réfléchit, sachant contre les Pays-Bas, apparemment j'avais pas vu le match, mais c'était déjà ce qui s'était produit. Connaissant Deschamps, je pense pas. Ça pourrait être peut-être un changement tactique pendant le match, ou ce qui par exemple arrive avec le Bayern, qui a une composition défensive différente de leur composition offensive. Et là, peut-être que s'ils se rendent compte qu'avec les 3 attaquants classiques, les 2 ailiers et le 9, ils n'arrivent pas à traverser la défense roumaine, ils peuvent peut-être se dire temporairement on inverse de poste, on resserre dans l'axe, mais je pense pas qu'il va commencer directement avec 2 pointes et un 10. Peut-être pas en démarrage, mais au fil du match, une formation qui évoluerait un petit peu en fonction. Pourquoi pas retourner par la suite une fois avoir marqué un but sur le 4-3-3 classique. Ok, Cédric. Si Serge était là, il te parlerait pas de. Alors, il aime bien la rabâcher, mais il te parlerait pas de système de jeu, mais d'animation. Oui. Et c'est là l'animation. En fait, je parle de l'animation finalement. Exactement, parce que tu peux très bien dire on commence à 4-3-3, mais tu peux te retrouver dans les phases offensives avec Griezmann et Payet qui coordonnent leur course, un qui vient décrocher, un qui vient prendre la profondeur, qui croise. Tu peux avoir Giroud qui vient dézoner pour laisser Griezmann arriver lancer. Enfin voilà. Et si la Roumanie fait ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'ils vont être regroupés en défense, on peut très bien penser que les attaquants vont resserrer dans l'axe et on va demander aux latéraux d'être un peu plus offensifs, de jouer un peu plus haut. À nos latéraux, à nous ? Pourquoi pas. Je sais que Sagna aime bien le 3e poteau, mais voilà, Evra aussi, qui à la Juventus en tout cas joue souvent assez haut. Il essaie souvent de monter. Ouais, Courbis dit, c'est aussi le premier arrêt gauche qui est tout le temps hors jeu. Ouais. Oui. Sur la Juve, il me semble qu'il joue à 3 derrière avec un milieu. Ouais, ça dépend 3-5-2 ou 4 défenseurs parfois avec depuis que Allegri est là. Et Evra qui est très souvent titulaire à la Juventus, qui malgré tout est toujours là. Il a pas fait une passe décisive. Incroyable. Non mais c'est Sagna. Si. Bah oui, mais c'est contre l'Écosse, les gars. Oui, non, mais je dis ça. Oui, non, mais c'est vrai. Il avait réussi son centre. Mais vu qu'il avait personne devant lui, il avait vraiment le temps de le placer. Mais le problème, c'est pas de réussir le centre, parce que d'habitude, que ce soit l'Écosse ou une autre équipe, il la met en touche, la balle, donc. Moi, je pense que déjà, c'est rien que de prendre l'initiative de centrer de la part de Sagna, c'est énorme, parce que moi, le nombre de matchs où il me rend fou à faire une passe derrière, parce qu'il attend, il patiente, et puis quand il voit que c'est bouché, finalement, il revient derrière tranquille. C'est très sécurisé ce qu'il fait, mais il apporte rien. Offensivement, Jallet est meilleur, mais défensivement, Sagna est plus costaud. Donc après, faut faire des choix. Alors peut-être du Jallet au 2e match, au 3e match. On verra aussi en fonction de ce qui aura donné satisfaction aujourd'hui. T'as Matuidi aussi qui se porte bien vers l'avant, qui rentre bien à l'intérieur. Il y a Pogba qui est capable de faire la diff tout seul. Ouais, des joueurs assez polyvalents. Matuidi, Pogba, ça peut aussi en termes d'ajustement en cours de match être deux joueurs. Kanté aussi. T'as Kanté qui est capable de. Et puis finalement, Kanté, s'il joue à ce poste de sentinelle, sera peut-être pas non plus testé à fond dans ce poste-là, donc pourquoi pas le voir aussi monter de temps en temps. Sachant qu'on aura une équipe plutôt regroupée derrière, sentinelle, il faudra aussi qu'il fasse autre chose que la sentinelle, parce que évidemment il risque de s'ennuyer, ces 3 milieux de terrain, il faut qu'ils participent au jeu offensif si l'équipe de France veut marquer aujourd'hui. Je pense que ça va être un match difficile quand même pour marquer face à cette équipe de Roumanie qui n'a encaissé que 2 buts au cours des éliminatoires. On parle un peu de la Roumanie peut-être. Est-ce que comme ça, 2 buts en blanc, tiens, je lance la question, est-ce que vous connaissez des joueurs, est-ce que moi, des joueurs qui vous intéressent?
m'intéresse. Je suis en train de mater la compo là. Sapunaru, qui est un ancien de Porto, il me semble. Ouais, il y a Gabriel Torre, Il y a que le Rat, PSG voulait racheter il y a quelques années. On a Kecheru, l'ancien Lensois. Ah, Nantais Kecheru aussi. Chiriches, ouais. l'ancien de Naples. Chiriches qui est au Napoli, hein, qui n'est pas ancien de Naples. Tottenham. Ancien Tottenham, Ok, qui est au Napoli, oui. Alors je sais plus exactement si c'est son prénom, son de famille, mais Pantilimon, le gardien ancien de City. Ouais, il est pas titulaire. Alors pas titulaire, hein, c'est Mais par Tatar contre, Hassani. par contre, j'étais en train de regarder un peu Après, les les stats autres, de Rat que j'ai l'impression de voir depuis 20 ans sur le terrain. Je Alors crois que Rat c'est 35 ans, hein, Ah ouais, du c'est ce Rayo que j'allais Vallecano. dire, ouais. Ça fait un moment que je le vois sur le terrain, lui. C'est énorme. Mais après, ils ont une culture un petit peu des latéraux. C'était plutôt les latéraux droits, moi, qui m'ont toujours un petit peu fait plaisir dans l'équipe de Roumanie. Il y avait Petrescu Ouais. à l'époque, et moi j'aimais beaucoup l'ancien du Milan AC, Cosmin Contra. Ah, qui était Contra, oui. Qui avait une super qualité de centre, justement. Contrat Et, qui, mais là ça nous ramène un peu en arrière. Ouais, mais c'est pour ça, Sapunaru, je connais pas vraiment, même s'il est connu, hein, mais de nom. Voilà. Après, l'attaquant Andone, perso, j'ai jamais entendu parler. Les A joué à attaquants. Cordoba en D2 espagnol. Ouais, Ouais. c'est pas. Je pensais Kecheru, tu vois. Bah, Je pensais que c'était peut-être Kecheru qui allait démarrer. que ce sera Kecheru. En tout cas, c'est la compo prévisionnelle. Il s'est pas légèrement Prévisionnel, blessé à l'entraînement, Kecheru. C'est possible. J'ai pas assez suivi les derniers jours de préparation. Par contre, Gabriel Torre qui soit là, on va dire c'est presque une logique parce qu'il était annoncé comme un futur grand. Il met un petit peu de temps à se montrer, mais voilà. Alors les Ça deux reste une mecs valeur qui auraient correcte. le plus de ballons offensivement, ce seraient les deux mecs du Steaua Bucarest, Stanciu et Popa, qui seraient les deux manieurs de ballon. C'est vrai que sinon techniquement c'est pas vraiment la force de la Roumanie, la technique, le jeu offensif. Hein. Ils ont encaissé très peu de buts, mais ils en ont aussi marqué très peu. Moi je vois quand même mal cette équipe marquer beaucoup de buts, alors contre l'équipe de France encore moins. Mais je vois pas qui peut marquer en fait. Au niveau des stats que tu donnais, tu disais qu'ils avaient pris que 2 buts pendant les éliminatoires. Ouais, ce qui est. Mais ils en ont marqué combien? Bah, ils en ont marqué un par match à peu près. C'est une moyenne d'un par match, il me semble. C'est pas extraordinaire, c'est correct, mais ça suffit pour se qualifier sans plus. Ouais, il y a quoi? Il doit y avoir 5, ouais, une dizaine de matchs. Il doit y avoir une dizaine de matchs, donc 10 buts en 10 matchs. Ouais, quelque chose comme Ils ça. en mettent 3 dans un De match. mémoire, et puis ça leur fait à l'autre, vérifier sur les appareils électroniques. Alors je veux bien que Rami soit mauvais, mais bon. Moi, je vois bien quand même Torre nous emmerder un petit peu. Ouais, mais de là aller voir. Il est mettre pas un mal, but. mais après honnêtement, c'est alors je sais pas si vous vous rappelez du match horrible en 2008. Torre annoncé remplaçant. Hein. 0-0. Ah bon, l'équipe. moi je suis sur l'équipe que. Ah, ok, bah ça a changé. Alors l'équipe papier, Torre remplaçant, l'équipe électronique, il est titulaire. D'accord, bon, c'est assez Ok, bizarre. Hein. Ça a changé. Moi peut-être parler de cette équipe de Roumanie titulaire là, d'après ce que j'ai sous les yeux. Alors il y a Ciprian Tatarusanu, le gardien qui joue à la Fiorentina, Oui. qui s'est imposé cette année dans les buts de la Fiorentina, qui m'a bien plu. Enfin moi qui suis surtout le calcio, je peux en parler. C'est vrai que c'est un gardien qui a sauvé plusieurs fois son équipe, qui a aussi eu 2-3 moments de boulette, mais globalement un bon gardien, très très grand, le plus grand d'ailleurs de l'Euro si j'ai bien suivi. Le capitaine, donc ce sera effectivement Vlad Chiriches, le défenseur de Naples, qui était pas titulaire à Naples, mais qui a joué Il était plusieurs plus que fois correct. Hein. et qui à chaque fois qu'il a joué, j'ai trouvé très bon, très sobre, assez élégant, sans fioriture et plutôt sûr. Ouais, une fois il a fait une boulette à domicile contre Empoli, il me semble, et derrière tout de suite il a égalisé de la tête sur corner. Donc un joueur sérieux qui risque d'être un petit peu le point fort défensivement pour cette Roumanie. Les latéraux dont tu parlais, Cédric, là que je sens un peu moins pour le coup. Je pense que côté latéral ça va être plus compliqué pour la Roumanie avec. Ah bah moi je pense Rat que si tu et, fais rentrer un Sapunaru. petit Kingsley Coman sur un mec qui a 35 ans, ça va Puis faire un petit peu mal. l'autre a 32 ans, là, Sapunaru côté droit, même Ouais, s'il c'est un est peu peut-être, même si bon, c'est pas une question d'âge. Hein. Rat est latéral de formation. Oui, c'était l'arrière gauche depuis des années. Hein. Non, Je crois même- je le voyais dans l'axe. Moi, Alors de tête, hein, je crois même que Sapunaru quand aussi, d'ailleurs. Contra jouait encore, Rat était l'arrière gauche. Hein. Ouais, mais c'est possible, là, il a 35 Semble ans. un donc assez soit nul, 35, oui, voilà. Pour Rat, hein. 4-2-3-1 pour Et puis de toute la Roumanie a façon, priori. Hein. pour donner encore un argument de plus qui irait pour comment, il semblerait que ce soit le joueur le plus rapide de Bundesliga devant Aubameyang. Oui. Voilà, pour donner une idée, déjà qu'Aubameyang est rapide. Je pense que les latéraux roumains risquent de souffrir effectivement si Ils vont ramasser leur rein, ouais. Après, c'est- il faut voir Entre- aussi la position du bloc, hein, parce que si t'as pas de profondeur derrière, ça sert à rien de balancer. Oui, c'est pour courir dans les tribunes. Alors vous le sentez comment ce match, si essayons de nous l'imaginer un petit peu, a priori les clés de la rencontre, ce sera quoi? Comment doit s'y prendre l'équipe de France pour s'imposer ce soir? Est-ce que la Roumanie sera véritablement un adversaire coriace? Est-ce que ce sera pas un peu comme le Honduras 2014? On avait imaginé ce Honduras
Honduras plus rugueux, plus fort, et finalement ça a été une équipe très très décevante. Est-ce que cette Roumanie peut ennuyer l'équipe de France? Je sais pas, Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Quand on voit l'équipe de Roumanie, c'est une équipe qui est quand même assez âgée. Donc elle a pas mal d'expérience, qui joue dans des clubs assez durs. Que ce soit en Roumanie ou quand on voit, on a des clubs turcs aussi. À Zagreb, c'est une équipe assez costaud. Avec la vitesse, au fil du match, ils vont avoir du mal à suivre. Ouais, je pense que tu penses que faut mettre la pression tout le match. Oui, c'est ça. Faut vraiment mettre la pression sur démarrer la défense pied au plancher et finir fort. Voilà, comme ça. Et au milieu aussi, être bon au milieu. Faut surtout pas les laisser respirer parce que le problème c'est que si on joue un peu trop, on va dire à l'espagnol, c'est-à-dire sur l'horizontale, à faire tu vas tomber sur un faux rythme dégueulasse. Ça c'est le risque, effectivement, le faux rythme. Il faut vraiment percuter, il faut vraiment dynamiter la défense, il faut vraiment tout de suite être dans la verticalité. Et on sait que des mecs comme Pogba ou Matuidi sont capables comme ça de rentrer, de faire péter la défense entre guillemets. Donc ce serait peut-être une bonne solution que de bien mettre la pression tout de suite, essayer de frapper un maximum, frapper le plus possible, faire un maximum de mecs comme Martial ou Coman qui peuvent rentrer en fin de match pour vraiment les achever là. Ah oui, toi tu vois déjà un score fleuve quoi, c'est pas forcément fleuve mais un bon 2-0 ça risque d'être difficile hein. Ça va dépendre de l'efficacité de Giroud, de Griezmann, ça va dépendre de la solidité de leur défense. Et le stress aussi, la tension parce que match à domicile, match d'ouverture. Bon, il semblerait qu'il y ait encore 8000 places en vente hein, donc le stade sera pas plein. Alors ça c'est incroyable, le stade ne sera pas plein. Bah non, c'est pas incroyable, moi j'ai vu le prix des places, 300, 400, 500 euros, voilà, c'est à 500 euros à les places en catégorie A, donc les meilleures catégories c'est 595 euros, donc c'est 600 euros à la place A. Je crois que ça va de 200 à 600 euros. Voilà, donc si tu veux bouffer ton RSA en un coup, vas-y, tu peux. Non, et ce qui est bien idiot, c'est que j'ai entendu que la cérémonie d'ouverture, donc ce qui s'est passé hier soir, ce simulacre d'émission que je n'ai malheureusement pas suivi, n'était pas la cérémonie d'ouverture, parce que la cérémonie d'ouverture c'est ce soir et c'est 20 minutes. Non, hier soir c'était la fan zone, je crois, c'est l'inauguration de la fan zone. C'est sûr que c'est 20 minutes parce que moi j'ai entendu 9 minutes sur l'équipe 21. Je sais pas, moi à la télé j'ai vu 20h40 début de la cérémonie, 21h début du match. Voilà, mais entre temps apparemment il y aura autre chose, mais la cérémonie en elle-même durera 9 minutes chrono avec David Guetta qui fera sa musique. Donc ça a l'air génial. C'est pas plus mal parce que j'annonce aux auditeurs qu'on ne passera pas David Guetta à l'antenne. Est-ce que tu peux passer disponible sur internet d'ailleurs sur la page Facebook du Morito FC. Oui. Tu nous passeras de temps en temps des musiques ou pas Ah bah ce que tu veux. Là il y a déjà une petite musique qui est. Moi j'aimerais bien. Alors c'est juste une petite doléance, hein, mais si le 16, parce que je reviens le 16 et je crois qu'il y aura Sergio aussi à ce micro, si tu peux nous repasser Pascal Nouma. Ah bah c'est possible. Michael Jackson. Avec plaisir. C'est juste notre on en discutera en antenne, Cédric, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est juste pour faire découvrir aux auditeurs. Oui, envoyez-nous vos propositions de pause musicale. Juste pour finir sur ce match, donc c'est pas sur internet, sur Facebook, oui. C'est pas plus mal que la cérémonie soit pas trop longue parce qu'en général c'est long, c'est barbant. Mais là, je plains un peu les personnes qui ont dépensé 300 ou 400 euros pour voir. Concrètement, ils ont payé 300 euros pour voir France-Roumanie. En général, si tu dépenses 300 euros pour un match de foot, c'est que t'en as largement assez pour te permettre de claquer comme ça de l'argent sans que ce soit trop dur. Oui, mais bon, tu peux quand même t'attendre à une belle cérémonie, quelque chose qui te marque. Ah oui, c'est exactement ça. Alors que là, ça va être 9 minutes avec une musique dégueulasse. Mais on est d'accord que c'est trop cher, que des prix de place. Une cérémonie courte, c'est. Moi, ça m'étonne absolument pas qu'il reste encore 8000 places. Alors voilà, la parenthèse des places et de la cérémonie d'ouverture est conclue. Les hommes clés de la rencontre, vous sentez qui voilà pour l'équipe de France, pour la Roumanie, qui va faire la différence pour vous? Alors Christophe a parlé de Coman, de Martial pardon, pour dynamiter le tout en fin de rencontre. Peut-être sur le 11 de départ, Cédric, qu'est-ce que tu sens? Alors moi je sens une énorme débauche d'énergie je pense de Griezmann et de Payet qui vont essayer de faire la différence. Je pense que comme l'a dit tout à l'heure Yannick, ils vont essayer de d'imprégner un gros rythme tout de suite, essayer de se mettre à l'abri et du coup aborder de meilleure manière on va dire ce match, parce qu'après imaginons tu marques un but, voire tu fais le break rapidement, tu peux te permettre de gérer, de faire tourner un petit peu l'effectif et de faire entrer une flèche comme Martial ou Coman pour se servir de leur vitesse sur les contres. Je pense que ça peut être intéressant, surtout éviter déjà de rentrer dans un faux rythme. Alors déjà mettre de la pression, donc on aura besoin déjà d'un milieu aussi où Pogba peut-être va être un peu moins perdu que les derniers temps, d'une grosse activité de Matuidi qui revient bien aussi. Enfin voilà, mais surtout il va falloir aussi qu'en défense on ne fasse pas d'erreurs individuelles bêtes, on va dire. Oui, parce que hors norme. Hein. On a parlé de cette défense un peu pas se mettre en danger bêtement.
Voilà, il faudra aussi bricoler. être solide du côté de Koscielny et de Rami. C'était pas ce qui était prévu en termes de défense titulaire, mais il va falloir faire avec Yannick. On en a un sur 2. 1 sur 2, c'est déjà ça. T'en as 3 sur 4. Ça va, mais enfin ça reste. Enfin 3 sur 4 au niveau des latéraux, on aurait peut-être aimé d'autres latéraux. Non, mais c'était eux qui étaient prévus. Oui. Je veux dire, si tu commences à refaire la défense, le truc c'est que sur les 4 prévus avant l'Euro, t'en as 3. Donc tu peux pas non plus fustiger toute la défense. Et mis à part Diarra qui partait titu et qui a pas l'air d'être non plus complètement irremplaçable quand tu vois les matchs de Kanté, tu te dis que globalement t'as globalement quand même ce qu'il faut sur le plan défensif. D'accord, alors Cédric est quand même plutôt confiant. C'est vrai qu'on a entendu ce refrain un petit peu à plusieurs reprises, la défense c'est pas assez. Ah non mais avec cette défense on sera pas champion, etc. Ah mais tu peux critiquer avant n'importe quelle compétition. Moi je sais qu'à l'Euro 2008 tout le monde me disait le groupe facile, la Roumanie, l'Italie, bidon et l'Italie bidon. Non mais on était dans l'euphorie de la finale de 2006, c'est bon, etc. On a les talents Ben Arfa, Benzema derrière, et encore Ben Arfa, je crois qu'il y était pas, c'était Benzema. Enfin voilà, on a Anelka qui est au top de sa forme, et puis etc. On a encore Henry, et puis voilà, et finalement rien du tout. Donc la défense ne te fait pas si peur que ça, on a bien compris. Et Yannick, pas face à eux quoi. Un petit mot encore pour conclure peut-être. Comment tu vois le match, les hommes clés? L'homme clé pour moi ce sera Griezmann parce que c'est le numéro 1, c'est le joueur le plus attendu au niveau de la France. Et donc on n'a pas eu trop l'occasion de voir pendant les matchs amicaux, donc c'est vraiment le joueur que je vais regarder en priorité. Après, je vois pas la défense être inquiétée. Je connais pas trop non plus cette équipe de Roumanie, mais sur le papier, moi, elle m'enchante pas particulièrement, sachant qu'en plus je trouve qu'on a quand même une bonne équipe de France de point de vue offensif. Ok, donc on suivra ça plutôt de l'optimisme autour de la table. On termine peut-être le tour de table par un petit prono rapide, voilà, je sais pas, le score, les buteurs, comme vous voulez. Peut-être Christophe, tu avais parlé d'un 2-0. Moi, je vois bien 2-0. Un premier but de Griezmann et Coman. Aussi. Voilà, Griezmann, Coman avec un remplaçant qui marque pour aussi donner ce rôle aux remplaçants, leur faire montrer qu'ils sont importants et que ça puisse devenir vraiment un groupe de 23 joueurs pour toute la compétition. Et enfin Cédric, ensuite Cédric. Pareil, 2-0, but de Griezmann et Matuidi. D'accord, Griezmann, Matuidi, c'est clair. Cédric et enfin Yannick. Et pareil, 2-0, un but de Griezmann et allez, Rami de la tête. Sur corner. D'accord, pourquoi pas, voilà, jeu de tête intéressant de Rami, toujours, oui. Allez, moi je dis un petit 2-1, je pense que ce sera quand même plus difficile que prévu avec le stress. Faut pas sous-estimer cet élément de la pression, une équipe de France qu'on attend beaucoup, mais qui manque peut-être encore d'un leader fort. C'est vrai que Pogba est jeune, mais c'est pas encore le joueur qui va rassurer tout le monde. Je pense que voilà, il va peut-être y avoir un peu d'imprévu, donc 2-1, voire éventuellement là c'est le scénario pas catastrophe mais le scénario un peu plan-plan 0-0 avec un premier match décevant mais qui ne compromet pas grand-chose puisque de toute façon avec les troisièmes qualifiés tu peux presque te permettre de rater ton premier match, même si pour la confiance évidemment c'est jamais bon de mal commencer. Voilà, ceci étant dit, on va passer peut-être à la suite. Il y a le quiz encore à venir, il y a les matchs du week-end à commenter, à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter, une anecdote, quelque chose. Non. Sur ce match, non. Sur ce match, je pense qu'on a fait le tour. On verra. Après, c'est difficile de parler à l'avance d'une rencontre, sachant l'incertitude d'un premier match dans ce type de compétition. Je vous propose peut-être pour commencer pour continuer une petite pause musicale. Et on se retrouve dans quelques instants pour le quiz et pour parler des matchs du week-end.
Voilà, c'était Ozone au Morito FC. Petit hommage à la Roumanie. Pas voilà. cliché du tout. Pas cliché du tout, non, mais ça a été demandé par un auditeur, paraît-il. C'est les infos que j'ai eues qu'on m'a Un transmises. certain Stéphane. Stéphane, ça a été le messager. Pour ne pas le citer. Et il y a un auditeur qu'on salue, un auditeur roumain qui nous a demandé cette chanson. Donc voilà, la dédicace est faite. On passe à présent au quiz. J'ai oublié de mettre le jingle quiz, donc c'est bien dommage, il n'y aura pas de jingle. Tu peux peut-être chanter un petit truc, Cédric? Non. Ah non, pas du tout. Non, d'accord, bon, ok. Voilà, Alors le quiz du Morito FC, c'est un petit peu une tradition dans cette émission. De temps en temps, eh bien, on joue et on s'amuse autour de questions. Alors le quiz classique du Morito FC, c'est qu'il y a une première manche Survivor. Où vous devez donner le plus de réponses possible en rapport avec un thème, et ensuite il y a les questionnaires individuels où chaque chroniqueur est amené à répondre au plus de questions possibles. Voilà, bien sûr, vous pouvez jouer derrière votre radio, vous êtes autorisé à jouer avec nous, à être éventuellement plus fort que nos chroniqueurs. Alors aujourd'hui, ce quiz évidemment spécial Euro, spécial équipe de France. On va jouer tout d'abord avec la sélection de l'équipe de France. Non pas les 23 mais les 22 de l'Euro 96. C'était il y a 20 ans. Eh bien, il y a 20 ans, il y avait un Euro, l'Euro 96. Et il y avait déjà une sélection de joueurs, pas 23 à l'époque, 22 noms à me trouver. On va voir si vous allez y arriver, sachant que il y avait la Coupe du Monde derrière. Peut-être que ça peut vous aider pour certains noms. Qui veut commencer? Allez, on demande à Yannick de commencer. Deschamps. Alors Deschamps, c'est une bonne réponse, bien sûr. C'est à Cédric de jouer. Bernard Lama. Bernard Lama qui était présent, bien sûr. Bonne réponse de Cédric. Christophe. Laurent Blanc. Laurent Blanc, évidemment, qui était là en 96 en Angleterre. Bonne réponse de Christophe. Yannick. Zidane. Zidane, qui était bien sûr présent déjà en 96. Bonne réponse. Cédric. Dugarry. Dugarry, effectivement, il était là en 96. Bonne réponse de Cédric. Christophe. Guy Varche. Ah, Guy Varche, non, Guy Varche malheureusement ne fait pas partie de la liste. C'était bien tenté. Il était là en 98 mais pas en 96. Eh bien Christophe, malheureusement tu es éliminé pour cette manche. Ça va se jouer entre Yannick et Cédric. Yannick. Ouais, il y avait encore pas mal de noms. Voilà. Réfléchissez. Est-ce que vous allez trouver? Il faut une réponse. Il y en a un, je dirais bien, mais je sens qu'il est suspendu. Bah il faut y aller, Yannick. Ouais, Cantona. Cantona qui n'y était pas, malheureusement. C'est Cédric qui remporte cette manche. Cédric, tu en avais d'autres? Djorkaeff. Alors Djorkaeff, bien sûr, oui. Angloma, effectivement, oui. Paul Le Guen. Ah, Le Guen, non. Mais Guérin, alors. Guérin, effectivement. Ouais, Vincent Guérin. Lizarazu, il y est pas? Lizarazu, qui était déjà là. Pas mal de mondialistes 98 qui étaient déjà présents. Carambeu, peut-être? Carambeu, effectivement, oui. Madar, bien vu. Michael Madar. Ouais. Corentin Martins, ex-Strasbourgeois, bien sûr. La légende. Et après, ça commence. De gardien. Le gardien, De Sailly, bien sûr, oui. Barthez. Le Bœuf. De Sailly, Barthez. Attends, Le Bœuf, peut-être pas. Le Bœuf, effectivement, oui. Oui, ils y étaient déjà. Diomède, non, mais il y avait Métizy, peut-être. un grand tacleur devant l'éternel. Dimeco, effectivement, pas de Métizy. Avant, il y avait un ex-footballeur nantais, un attaquant nantais des années 90. Wedek. Non, l'autre. Loco. Patrice Loco, qui était là. Le troisième gardien, Bruno.
Martini. On avait Je le gardais parce que je le savais. Alain du PSG. Ah, Alain Roche. Reynald de Nantes. Pedros. Ah non, Pedros, on sait. Et le double buteur avec ton maillot face à l'équipe de Yannick, la Croatie. Le double buteur de Lilian Thuram, voilà, effectivement. Et on avait également Sabri Lamouchi, voilà pour les Bleus. Ça nous remet un peu en arrière, voilà, sachant que cette équipe de France avait terminé. Je gardais Madar et Martini derrière, parce que je savais qu'ils y étaient. Je me suis dit, s'il y en a un qui le sort. En tout cas, victoire incontestable de Cédric qui marque, allez, on va dire 2 points pour commencer. Allez, 3 points pour Cédric. En fait, le mec, il invente les points au fur et à mesure. Yannick 2. J'aime bien ta coupe de cheveux, je vais en mettre un. Yannick 2 et Christophe, qui a été valeureux. La France ne s'est pas fait éliminer par la République tchèque, au tir au but. On va peut-être en parler dans quelques instants. Je dis ça, c'est mon premier souvenir de football en fait. C'est Reynald Pedros On va peut-être en parler dans quelques instants avec les questionnaires. Alors il y a 3 questionnaires, il n'y a pas de thème. Hein. Alors sachant que c'est du réchauffé, hein, c'est les questions du quiz de France Foot de cette semaine, voilà, que je réactualise, que je radiophonise. Personne qui lit ça en plus. Voilà, personne ne lit ça, donc je me suis dit c'est parfait, ça servira à quelque chose. Alors tu choisis ta couleur. En fait c'est des couleurs, voilà, c'est simplement des couleurs, il n'y a pas de thème. Donc on commence par Christophe qui était malheureusement lanterne rouge à la première manche. Donc tu me dis jaune, rose ou orange. Orange. Tu as le quiz orange. Alors le quiz orange pour Christophe avec cette première question. Lequel de ces 3 champions du monde 98 faisait déjà partie de la liste des 20 joueurs français retenus pour l'Euro 92 ? Alors, il y avait 20 joueurs en 92, il y en a un qui faisait déjà partie de la liste en 92 et qui était champion du monde en 98. Donc, est-ce que c'est Marcel Desailly, est-ce que c'est Youri Djorkaeff ou est-ce que c'est Emmanuel Petit ? Desailly. Ah non, c'est Emmanuel Petit, voilà, qui était à Monaco à l'époque, qui était très fort, qui était jeune, il avait 22 ans, hein, il est né en 70 et était sélectionné en 92. Donc tu ne marques pas, mais tu as sauvé l'honneur déjà, tu as un point, donc c'est bon, c'est réglé, ça y a pas de problème. Deuxième question, quel joueur marqua les 2 seuls buts de la France toujours dans ce tournoi 92 ? La France n'a marqué que 2 buts, éliminés au premier tour. Est-ce que c'est Eric Cantona, est-ce que c'est Jean-Pierre Papin ou est-ce que c'est Franck Sauzet qui marqua ces 2 buts ? On va dire Franck Sauzet. Ah non, c'est toujours pas. C'est Papin ? C'est Papin, effectivement. Papin, alors la France qui avait été lamentable, qui avait fait match nul contre la Suède 1-1, 0-0 contre l'Angleterre et défaite contre le Danemark. Entraîné par ? Buts à 1. Entraîné par Michel Platini. Voilà. Comme quoi, hein ? Comme quoi. Les grands joueurs ne font pas les grands entraîneurs ni les grands présidents de la FIFA. Dédicace à Diego aussi. Et on termine avec ton questionnaire, Christophe. 3e question. Qui marqua le but grec qui élimina la France en quart de finale de l'Euro 2004 ? Est-ce que c'est Karistéas, Katsouranis ou Nikolaïdis ? Karistéas et bonne réponse de Christophe qui marque un point. Donc tu marques au total 2 points. Ça va être dur de gagner puisque Cédric a déjà 3 points, mais c'est à Yannick. Yannick peut encore faire le carton plein jaune ou donc c'est jaune ou rose. Allez, rose. Allez, rose pour Yannick. Le questionnaire rose avec première question. Quel gardien Zinedine Zidane trompa-t-il à 2 reprises en toute fin de rencontre face à l'Angleterre lors du tournoi 2004 ? Est-ce que c'est David James, Paul Robinson ou Ian Walker ? Quel était le gardien de l'Angleterre en fait Calamity James, je pense. Et c'est Calamity James, effectivement. Bonne réponse de Yannick. Tu marques 1 point. Tu peux encore en marquer un deuxième avec cette question. Quel gardien, en plus de Grégory Coupet et de Steve Mandanda, figurait dans la liste des joueurs retenus par Domenech pour disputer l'Euro 2008 ? Est-ce que c'était Carasso ? Est-ce que c'était Frey ? Ou est-ce que c'était Landreau ? Il y avait un 3e gardien, en plus de Coupet et de Mandanda. Frey, Carasso ou Landreau ? Il faut une réponse, Yannick. Frey. Et c'est Frey, oui, il répond bien, Yannick. Eh bien, 2 points pour Yannick. Tu marques 1 point de bonus si tu réussis à marquer sur la 3e question. 3e et dernière question. Lequel de ces joueurs ne marqua pas lors de la large victoire des Pays-Bas contre la France 4-1 en phase de poule 2008 ? Alors, est-ce que c'est Arjen Robben, est-ce que c'est Van der Vaart ou est-ce que c'est Van Persie ? Van der Vaart.
Et c'est Van der Vaart, tu marques un point de bonus, donc tu es à 6 points, Yannick. C'est-à-dire que Cédric va devoir mettre c'est chaud, hein. mettre le turbo pour remporter ce quiz, pour être le gros niqueur d'or, le premier gros niqueur d'or. On a cette petite tradition, c'est le trophée. Hein. Et le premier à ne pas voilà. choisir son sujet aussi. Et ah oui, c'est vrai que c'est oui, normalement c'est le premier qui choisit. Ouais, C'est ça. Mais je me suis dit hop, allez, ouais, voilà, de toute façon c'était freestyle. Voilà, c'est de toute façon il y a pas de thème, donc c'est du pif, hein, donc il y a pas de problème. Quel joueur pris Rose, hein, quel joueur voilà, évidemment. Voilà, au cas où. Hein. Au cas où. Quel joueur français Cédric manqua plutôt son tir au but en demi-finale de l'Euro 96 face à la République tchèque. J'ai dit tout à l'heure, Voilà, Reynald Pedros. Voilà, Reynald Pedros. D'où la fameuse légende de les gauchers ne savent pas tirer des pénaux, puisque 98 Lizarazu aussi contre l'Italie avait raté son penalty contre l'Italie en quart de finale. À ce sujet, il y avait un article sur les cahiers de foot sur les je crois que c'était même les latéraux c'était les gauchers qui tiraient les latéraux gauches qui tiraient les pénaltys, comme quoi en général un arrière gauche ratait tous les pénaltys sauf qu'un latéral qui tire les pénaltys. Sauf Andreas Brehme, car Andreas Brehme n'est pas humain apparemment. OK. Voilà. C'est comme Horst Rubesch, c'est ouais. Moi je rappelle quand même que Baggio était droitier, enfin il y en a d'autres hein. Bah, je pense que ce genre de stats peuvent être assez facilement démentis, mais bon. Par après, contre, si on regarde toutes les divisions, moi j'avais vu une une stat qui était très intéressante, c'est 80% des gauchers croisent. D'accord. Mais il y a un bouquin là-dessus. Et les gardiens et les gardiens maintenant le savent. Et je trouve ça très intéressant. Chaque séance de péno, je fais toujours gaffe. Il y a un bouquin sur le tireur de penalty qui est sorti il y a quelques mois. Je sais pas si vous l'avez lu. Où, le gars j'en ai entendu parler. J'ai lu une partie en PDF. Vraiment, tu peux le trouver sur internet. Voilà, il est sur internet ou alors on peut l'acheter aussi si vous avez envie de faire vivre le livre. En tout cas, c'est un bouquin qui analyse tous les tirs de penalty. C'est assez intéressant. On en revient à ton questionnaire, Cédric. Qui portait le brassard de capitaine côté italien face à la France en finale de l'Euro 2000? Est-ce que c'était Cannavaro? Est-ce que c'était Paolo Maldini? Est-ce que c'était Francesco Totti? En finale? En finale, est-ce que c'était Cannavaro? Ah non. Non, c'était Maldini. Putain, je savais même plus qui était Maldini. En l'Euro 2000, il avait que 32 ans, hein. Maldini n'était pas encore vieux. J'ai l'impression qu'il avait 40 ans tout le temps. Ouais, bah, c'est vrai qu'il a cette classe du joueur qui a 40 ans tout le temps et qui est bon tout le temps, mais voilà. Maldini n'était pas capitaine, donc tu ne marques pas. Et du coup, tu offres la victoire à Yannick sur un plateau, puisque tu ne marqueras pas le point de bonus. Bah, il me reste 3 points. Non. Il te reste un point et tu es à 4 pour l'instant et tu ne peux qu'arriver à 5. Donc Yannick est d'ores et déjà gros niqueur d'or. Je sais pas si c'est ta première victoire, Yannick. Ouais, c'est la première. Ah, faudra la fêter comme il se doit. Putain. En tout cas, je savais qu'il fallait pas faire confiance au Rital. Pour l'honneur, Cédric, dernière question. Lors de son deuxième match de poule de l'Euro 2012, la France s'impose face à l'Ukraine 2-0. Qui, à cette occasion, inscrit son premier but avec les Bleus? Est-ce que c'est Cabaye, est-ce que c'est Debuchy ou est-ce que c'est Giroud? Je pense que c'est Cabaye. Et c'est une bonne réponse. Cabaye. Eh bien, tu chutes sur Paolo Maldini. C'est dommage, Cédric. C'est dommage pour lui, hein, parce que vu le choix que je fais. Et voilà, oui, enfin, en tout cas, tu t'expliqueras avec Paolo. Et victoire de Yannick, premier titre de gros niqueur d'or. Bravo, Yannick. Je n'applaudis pas, hein. Je vais pas m'applaudir non plus, hein, ça se fait pas. Ouais, moi je t'applaudis parce que ça fait plaisir. Toujours ce genre. Je savais que c'était le sujet rose qu'il fallait prendre. Tu le mettras, voilà, je le savais aussi. Enfin, en même temps, c'est moi qui ai fait, non, c'est pas moi qui ai fait les questions. Donc je répète, c'est Tirez France Foot de cette semaine. Et s'il y a des fautes dans les réponses, c'est la faute à France Foot. Hein, c'est pas ma faute. Voilà. On évoque peut-être à présent un petit peu, alors peut-être des anecdotes en vrac. Yannick, tu avais des petites choses, ou alors les matchs du week-end. Bah, c'est pas vraiment une anecdote, hein, c'est plutôt une affaire glauque. Ah, bah ça on aime bien justement. Ça tombe bien parce que les Espagnols qui ont tendance à toujours nous mettre des bâtons dans les roues, notamment avec l'interview de Benzema, là ils se prennent quelque chose d'un peu moins sympathique dans les dents, tel notre affaire Zaya. Alors il semblerait qu'il y ait eu une enquête en Espagne à propos du roi du porno espagnol, le bien dénommé Torbé. Et une témoin sous protection aurait indiqué avoir participé, alors d'après l'équipe, ils appellent ça une orgie contre son gré avec 2 joueurs espoirs en 2012. Donc un viol collectif. Voilà. Ce qui normalement s'appelle un viol collectif. Voilà, ce qu'on appelle normalement de cette façon, avec 2 espoirs espagnols en 2012 dans un hôtel de luxe de Madrid. Il semblerait que Iker Muniain, qui avait 20 ans à l'époque, avait participé à cette orgie, que c'est une rencontre qui aurait été organisée et payée par l'actuel gardien titulaire de Manchester
et de la sélection David Derrea. David Derrea. Et alors, donc du coup, ça a des conséquences cette histoire ou Pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est une information qui est tombée cet après-midi, donc je sais pas si. Donc c'est tout frais là. Ah on oui, est à la c'est pointe, c'est tout. C'est incroyable. Tout frais. Internet en studio, on a tout. Apparemment, Mounian avait été déjà impliqué dans un autre scandale sexuel en 2012. C'est un habitué. Voilà, il s'était retrouvé. Il s'affichait avec des actrices porno et Rami Martinez. Alors je sais pas qu'est-ce qui est à suivre, le plus grave entre les deux. Mais on verra si Derrea peut. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est une histoire quand même assez grave, un peu dans le même style que l'affaire Zaya. Voilà, alors que l'affaire Zaya, on a eu le temps de l'évacuer un peu. Là, elle est toute fraîche côté espagnol. Ça peut avoir des conséquences, on sait pas. Pile en plein euro. On verra. Magnifique. Timing parfait. Timing là pour le coup parfait pour l'Espagne. Ce qu'on appelle le karma en général. Par rapport, moi, je parle surtout par rapport à l'interview de Benzema qui tombe quelques jours ou quelques semaines avant le début de l'Euro. Donc c'est le journal espagnol qui sort cette fameuse interview qui a fait beaucoup de remous. Et donc voilà, les Espagnols se reprennent un petit peu aussi. Le retour de Manuel. Voilà, le retour de bâton. Voilà, selon toi, Yannick, il y a d'autres petites choses qu'on avait en magasin, des petites perles, non? Pas de scandale sexuel. Pas de scandale, non. Christophe, non. Non plus. Ok. Alors peut-être évoquer les matchs du week-end. Moi j'ai peut-être un petit truc. J'avais lu qu'il y a quelques nouveautés au niveau des règles. Des règles d'arbitrage. Oui. Voilà, alors, des règles d'arbitrage. C'est important parce que ça évitera de brailler devant son écran quand on n'aura rien compris à la règle, alors que la règle a été établie visiblement. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas de continuer à brailler. Je pense l'exemple quand un joueur est blessé, en général les joueurs se font siffler s'ils ne sortent pas la balle en touche, alors que ça fait des années, il me semble que c'est à l'arbitre de décider d'arrêter, d'interrompre le match. Exactement. Mais dans le doute, faut toujours brailler en fait. Voilà, mais c'est ce qu'on apprend aux joueurs. Et on a beau leur dire, enfin, et aux supporters, que la règle c'est comme ça, c'est l'arbitre qui doit arrêter, c'est pas les joueurs qui doivent dégager en touche. Bon, les joueurs peuvent dégager en touche si c'est un de leurs joueurs qui est par terre, un joueur important, mais en général, même si c'est l'adversaire, soi-disant par fair play. Alors tout d'abord, par rapport à ces modifications de règles, tu tiens ça d'où? Quel site? Quelle source? Je crois que ça a été publié sur plein de journaux, RMC Sport, l'équipe. Non, ça, c'est de l'info. C'est de la vraie info. C'est de la vraie info, d'accord. Oui. Ok. Voilà. Alors déjà, la première chose, ce sera la fin de la double peine. D'accord. Donc à part si évidemment l'arbitre juge que l'action du dernier défenseur est considérée comme une action d'anti-jeu, ou alors si c'est un tacle à la gorge, ça sera quand même carton rouge ou une main. La double peine, c'est quoi? C'est penalty, carton rouge. La double peine, ça veut dire que le dernier défenseur, si commet une faute dans la surface, c'est carton rouge automatique. Et penalty. Et du coup, et penalty, oui. Donc d'où double peine. Voilà. Ok. Et là, du coup, tu es sanctionné d'un joueur en moins pour le reste de la rencontre, et en plus t'as un péno, quoi. Et là, du coup, ce sera un penalty bidon, c'est encore mieux, quoi. Le carton, ce sera à l'appréciation de l'arbitre, c'est-à-dire s'il considère qu'il y a une action d'anti-jeu ou alors une action dangereuse, il donnera carton rouge, sinon c'est de base carton jaune. Par exemple, Suarez contre le Ghana. Oui, la main. Par contre, la main, ça c'est l'acte de l'anti-jeu, donc là c'est carton rouge. Par contre, penalty, carton rouge. Ok. Ah oui, là c'est. Oui, parce que il empêche clairement un but d'entrée, geste volontaire de la main, donc c'est anti-jeu complet. Voilà, c'est de l'anti-jeu. Oui. Maintenant, si c'est une faute, genre, il joue le ballon. Il joue le ballon. Il tape le genou. Oui, enfin, il tape le genou. On va dire, il tape un peu le joueur. Si c'est dans le jeu, on va dire que c'est. Ou alors tirage de maillot en retard, etc. Ouais. Bon. Après, ça sera comme d'hab. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce sera comme d'hab. Ce sera toujours à la décision de l'arbitre, à son interprétation. L'interprétation de l'arbitre. De toute façon, on n'a pas encore inventé d'arbitre robot. Exactement. Tout, qui sait donc, tout. Pendant cet Euro, c'est sûr, tu auras au moins un moment où ça va partir en latte, où on pourra pas faire. C'est le propre du football aussi, voilà. C'est de discuter de ce qui se passe. Et on a déjà mis la goal line. On a déjà mis la goal line pour les balles qui vont sur la ligne, derrière la ligne, etc. Ce qui était déjà un plus. Maintenant, t'as ça. Un plus qui coûte de l'argent quand même. Oui. Mais ce qui était un plus pour aider les arbitres. Dans le sens là. Enfin, pour aider les arbitres Dans beaucoup de cas, en tout cas. Mais par exemple, par rapport à ça, il y a plein de matchs où plusieurs fois tu te dis non mais attends, si tu donnes penalty, t'es pas obligé de le mettre rouge. Après, effectivement, ça dépend. En tout cas, les discussions continueront, ça c'est sûr. Il y a d'autres petites choses comme ça, rapidement. Oui, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est que les soins seront autorisés sur le terrain. C'est-à-dire pour le moment, jusqu'à présent, si un joueur était blessé, il devait sortir de l'aire de jeu pour se faire soigner. Là, apparemment, le joueur, si c'est pas grave, donc s'il n'y a pas besoin vraiment d'être sorti, c'est juste un contact ou quelque chose comme ça, le joueur pourrait se faire soigner sur le terrain et le jeu continuerait. Il y aura encore plus de simulation de trucs où le mec se tiendra la jambe. Alors je sais pas si ça va se passer du coup comme au rugby où en général quand il y en a un par terre, le soigneur soigne le joueur et puis le match continue sans problème.
Ou alors est-ce que ça voudra dire que on aura un arrêt de jeu à chaque fois que quelqu'un sera par terre Moi je vois plutôt ça comme le principe du rugby. Donc s'il y a quelqu'un par terre légèrement touché, les soigneurs pourront rentrer, puis il faudra se débrouiller pour. C'est l'arbitre qui leur donne l'autorisation de rentrer ou c'est le soigneur? Et du coup, ils sont sur le terrain. Voilà, ils viennent sur le terrain et du coup le joueur n'a pas besoin de sortir et n'a pas besoin de re-rentrer en attendant l'approbation de l'arbitre. C'est-à-dire qu'il se relève, il repart et. D'accord. Oui, c'est vrai. Ce qui est pas plus mal dans le sens où si ton joueur s'est vraiment pris un coup, effectivement, pendant ce temps, tu mets ton équipe en infériorité numérique parce que tu es obligé de revenir au milieu du terrain, d'attendre, etc., qui te donne l'autorisation. Effectivement. Par contre, pour le mec qui veut simuler un petit peu une blessure, ben, il y gagne pas grand chose, puisque s'il se fait soigner, il ralentit pas tant que ça l'action. Si les gars ils jouent à l'opposé. Voilà, donc effectivement à voir en fait dans l'application comment ça va se matérialiser. J'ai hâte de voir le soigneur qui gêne la montée du ballon, ça peut être drôle. Ouais, si c'est vraiment dans le style rugby, ça pourrait être marrant. Ça peut être marrant. Alors, il peut se passer beaucoup de choses. Peut-être si encore l'un ou l'autre il y a deux autres règles. Rapidement, qu'on parle un peu encore des matchs, vu qu'il faut qu'on arrête à 55, donc on a 2 minutes pour le hors-jeu. Apparemment, ça va être simplifié. Donc jusque là, le hors-jeu c'était n'importe quelle partie du corps pouvant être utilisée pour marquer un but, donc tout le corps sauf les bras. Là, apparemment, ce serait juste limité à la tête, au torse et aux pieds. Donc, le genou hors-jeu, c'est pas hors-jeu. Donc voilà, le hors-jeu sera encore plus compliqué, en gros. Non. Sachant que tu te sers pas de la vidéo et que ça se joue toujours aux yeux de touche, ça changera pas grand-chose. Disons on gueulera toujours quand même. Voilà, pour faire le malin à la télé, à la limite, ils pourront encercler les pieds, le torse et la tête s'ils veulent. Voilà, il y aura des cercles partout, sur toutes les parties du corps pour montrer qu'à 1 centimètre près, il y aura hors-jeu ou pas hors-jeu. Sinon, dernière possibilité, les exclusions avant les matchs. Donc, s'il y a les échauffourées dans les travées, dans les couloirs, avant le début du match, en fait, un arbitre peut décider de mettre un carton rouge aux joueurs. L'équipe qui a le carton rouge commencera quand même à 11, mais aura un remplaçant en moins. D'accord, c'est super rare un carton rouge avant. Voilà, c'est souvent après que ça chauffe. Une fois que le match est joué, une fois que. Mais du coup, c'est pas un vrai carton rouge puisque l'équipe commencera quand même à 11. C'est juste que sera obligé de faire un remplacement. C'est un remplacement obligatoire. Alors voilà pour les petites nouveautés. Merci Yannick pour ces précisions. On évoque un peu à présent les matchs. Alors l'autre match du groupe A, Albanie-Suisse, qui aura lieu demain à 15h. Là aussi, je vous demande un peu la même chose que concernant l'équipe de France-Roumanie. Comment vous le sentez, ce match, qui va gagner? Qu'est-ce que vous prévoyez sur ce match? Moi, je vois bien un match nul. Match nul. Pareil, ouais. Je vois bien les Albanais accrochés parce qu'ils auront faim, ils auront la dalle pour montrer quelque chose. Et puis la Suisse, j'attends de les voir jouer pour les juger. Moi, je pense que c'est deux équipes qui vont se neutraliser. Bon, qualitativement, la Suisse sur le papier est plus forte que l'Albanie, mais collectivement, paraît-il que c'est pas si génial que ça et que la défense centrale est vraiment catastrophique. En valeur, Fabien Cher et Yohan Djourou. Donc ça, c'est en valeur marchande en fait par rapport de la Suisse. aux études qui ont été faites par rapport aux valeurs de chaque joueur. Il semblerait que la Suisse soit la 9e équipe la plus chère de 7 €. Mais parce qu'ils ont des Lichtsteiner, voilà. Et puis ils ont Shaqiri, et puis ils ont la jeune Mbolo devant, qui a une valeur montante et qui va peut-être être un attaquant qui va se montrer pendant l'Euro aussi. Voilà, en tout cas, une équipe de Suisse qui logiquement sur le papier devrait l'emporter, mais l'Albanie, qui a des petits joueurs quand même, qui a Berisha dans les buts, le gardien de la Lazio, il y a Lorik Sana toujours en défense, il y a comment s'appelle-t-il, le défenseur du Napoli, Youssaï, arrière droit très coté actuellement, qui a fait une très bonne saison avec le Napoli. Donc voilà, attention, méfiance pour l'Albanie. Un petit pronostic peut-être sur ce match rapidement. Moi, je vois un match pas super intéressant. Ouais. Peut-être 1-0 pour l'Albanie. 1-0 pour l'Albanie, voilà, une surprise, donc plutôt pour Christophe. Cédric? Moi, je vois un partout. Un partout. Yannick? Ouais, un partout. Pareil. Un partout, voilà. Moi, je vous dirais un partout aussi. Allez, hop. Comme ça, on liquide l'affaire. Comme ça, c'est bien aussi pour l'équipe de France, deux équipes qui se neutralisent dans l'autre match. Dans le groupe B, on aura du Pays de Galles Slovaquie et du Angleterre Russie sur ces deux matchs. Un Angleterre Russie qui risque d'être explosif. Oui, surtout en dehors du terrain. Bah c'est ça, il y a déjà quelques problèmes à Marseille apparemment où des supporters anglais ont fait parler d'eux, donc ouais, il y a déjà eu quelques petites scènes de violence dans les rues de Marseille. Je rappelle en 98 les Anglais à Marseille, c'était déjà assez folklorique.
Ouais, il y a eu beaucoup de violence à l'époque. Enfin, les médias en avaient parlé comme tel. Effectivement, ça avait été assez. Et en plus, les supporters russes, c'est pas les plus calmes non plus. Ouais, il risque d'y avoir. On verra quels supporters russes viennent. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Il risque d'y avoir un peu de grabuge, difficile de prévoir, mais c'est un des matchs, on va dire, à risque. Sur le terrain, ça peut être intéressant par contre. C'est plus les Anglais, les supporters anglais, les hooligans anglais des années 80 ont quand même un petit peu évolué, mais ça reste chaud par moment. On verra après peut-être sur le terrain. Là, ça risque d'être très intéressant par contre. Là, ouais. C'est-à-dire une équipe anglaise qui a un vrai renouveau, d'une jeune génération qui est en train d'exploser, à l'image d'un Marcus Rashford par exemple. Qui risque de jouer finalement. Qui il y a 6 mois était encore un simple étudiant. Que personne ne connaissait, qui là a fait une fin de saison exceptionnelle. Puis le reste d'une équipe anglaise comme un Jimmy Vardy, qui champion d'Angleterre. Voilà, Leicester, puis voilà. Effectivement des joueurs qu'on va découvrir. Ouais, Harry Kane qui est pas très connu au niveau, on va dire grand public, même si on le connaît évidemment nous autour de la table. Rooney qui jouera dans un poste un peu plus. Ali aussi de Tottenham. 10. Ouais, puis pas mal de joueurs. Enfin, moi, je suis pas spécialiste de l'Angleterre, donc je vais découvrir pas mal de joueurs. Mais il y a eu une polémique d'ailleurs sur le coach adjoint qui aurait laissé filtrer la compo de l'équipe. Oui. C'est de sapin de Noël. Bêtement, en fait, il avait sur la pochette qu'il avait à l'extérieur, il avait la feuille dans le mauvais sens, et donc en fait, les médias ont agrandi la photo, etc. Donc ils ont vu la compo. Et apparemment, ce sera en sapin de Noël avec Ali et Rooney en soutien de Kane. Et du coup, il va changer la compo entre temps. Pourquoi il changerait la compo pour emmerder les journalistes? Si elle a été divulguée, peut-être. Si lui, il estime que c'est la meilleure compo, il devrait s'y tenir et puis voilà. Okay, bon, on verra. En tout cas, la Russie, peut-être équipe moins connue par rapport aux joueurs, vu que tous les joueurs évoluent en Russie. Il y a plus de gros joueurs. Avant, ils sont tous un peu vieux maintenant. Avant, t'avais Arshavin, qui était un petit peu la star. Maintenant, c'est plus trop. Après, les joueurs sont à peu près les mêmes qu'il y a quelques années. Ouais, mais c'est surtout l'ossature du Zénith, Denisov et trucs comme ça, quoi. Alors j'ai vu qu'il y a des joueurs comme ça. Il y a le CSKA qui sont beaucoup. Il y a Kokorin, il y a Chatov du Zénith Saint-Pétersbourg qui sont des joueurs intéressants. Et puis il y a aussi Miliašević, les jumeaux Berezutski. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait la naturalisation au mois de mai de Roman Neustädter. Ça c'est énorme. Ouais. Alors il est né à Dniepopetrovsk en 88, alors que Dniepopetrovsk était encore une ville soviétique puisque c'était l'URSS. Et donc je sais pas, ils ont trouvé un truc pour le naturaliser. Donc il y aura du Roman Neustädter, pendant un moment, le joueur de Schalke. C'est bien trouvé avec Damien Perkis en Pologne. Oui, mais ils avaient pensé à naturaliser aussi Fernandes, l'arrière droit brésilien du CSKA, il me semble, mais qui, il me semble, maintenant joue pour le Brésil malgré tout. Et Galles-Slovaquie, qu'est-ce que vous en dites? Intéressant ou vous allez zapper? C'est quoi le match que vous allez peut-être privilégier ce week-end? Alors techniquement je peux voir aucun des trois samedi. Ok, c'est réglé. Mais si je peux me taper la rediff d'Angleterre-Russie avec plaisir. Ouais, Angleterre-Russie, je pense. S'il y avait un match à choisir. Entre les trois, j'hésite pas. Après, si j'ai un peu de temps, je pense que les autres, je les regarderai aussi. Au moins un grand résumé. Pays de Galles. Un double prono sur Angleterre-Russie, Galles, Pays de Galles-Slovaquie rapidement, Yannick. Allez, 2-0 pour le Pays de Galles. Ah, le Pays de Galles. Ouais, allez, c'est intéressant. Je mettrais plutôt la Slovaquie, mais. Ouais, puis du coup, comme tout le monde va mettre pour l'Angleterre, je vais dire 1-0 pour les Russes. Voilà, comme ça, une petite surprise pour démarrer. Cédric 2-2 Galles, Slovaquie, et puis 3-0 l'Angleterre. Et Christophe Je dirais 1-0 Slovaquie et 2-2 Angleterre-Russie. D'accord, alors moi je dirais 2-1 pour la Slovaquie et Angleterre-Russie 2-1 également pour l'Angleterre. Voilà pour le groupe B. Le groupe C, là ce sera dimanche pour le coup. On aura un Pologne-Irlande du Nord et un Allemagne-Ukraine. L'Allemagne, comment vous la sentez face à l'Ukraine surtout? Il reste quelques minutes, profitons-en pour parler de l'Allemagne rapidement. Il me semble qu'Hummels était blessé, mais ça a l'air d'aller mieux. Rudiger, bon lui c'est fini. Ils ont récupéré Jonathan Tah de... je crois qu'il joue Schalke, ouais, il me semble que c'était Schalke. C'est pas Leverkusen plutôt? Ah non, il était à Schalke, il a été formé je crois à Schalke et maintenant je crois qu'il a c'est un petit jeune. Il me semble que je crois était à Leverkusen parce que mais en début de saison, il y avait Leverkusen contre Lazio en tour préliminaire de Ligue des Champions et lui il était trop fort. Il était à Schalke 04 là. Je crois qu'il est de Leverkusen, ouais. Mais normalement ça devrait passer pour l'Allemagne, je pense. L'Ukraine aussi un peu vieillissant, il y a encore du Timo Schuck
Ouais, mais dans la sélection le ukrainienne. meilleur joueur du monde, Dixit Fred. Ouais, c'est possible. Ouais. En tout cas, né un 30 mars, grande date. En tout cas, voilà, l'Ukraine, ça va être difficile face à l'Allemagne, on est d'accord. Peut-être un petit mot sur Pologne, Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, c'est une des curiosités là aussi, ce format à 24 qui a permis à ces petites nations de c'est sympa de les voir. Ouais. C'est sympa de les voir. Mais je les vois vraiment pas tenir face à la Pologne. Enfin, si Lewandowski est en forme, il va en faire bon joueur. Et Milik aussi. Rien que lui, il va en faire qu'une bouchée. Après, il y a toute l'équipe autour aussi. En tout cas, les Nord-Irlandais sont très enthousiastes pour l'Euro. Heureusement qu'ils ont au moins ça, mais peut-être qu'ils vont là aussi créer la surprise. Ça va être compliqué, mais rappelez-vous l'Irlande du Nord en 82 à la Coupe du Monde, ils avaient battu l'Espagne en Espagne pour le match d'ouverture, il me semble. Espagne-Irlande du Nord 1-0 pour l'Irlande du Nord à l'époque. Donc l'Irlande du Nord qui peut éventuellement créer la surprise contre la Pologne, mais avec une belle équipe la Pologne. Lewandowski, Zielinski, Glick en défense. On a également du pour Szczesny au but. Vous en pensez? Je crois que c'est Fabianski. Ah, c'est Fabianski, d'accord. Il y a Fabianski, Szczesny et Boruk. Donc les trois gardiens sont connus en plus. C'est correct. Oui. Éventuellement aussi du Błaszczykowski, Piszczek. Voilà, Piszczek et bien sûr l'arrière latéral de Dortmund. Oui, et Milik Lewandowski, ça peut être vraiment une paire d'attaquants très intéressant. Donc il y a de la qualité côté polonais, à voir ce qu'ils en feront. Et on a un dernier match qui se jouera dimanche. C'est le match de dimanche pour moi. Alors Turquie-Croatie, c'est bien ça, Turquie-Croatie à 15h dimanche, donc après le café Schnaps. Ça va être génial. Sur les chaînes qu'ils retransmettent, je fais pas de pub, vous regardez sur internet. Turquie-Croatie, un bon match en perspective. Cédric, ça te met l'eau à la bouche là direct. Complètement. Moi, je pense que ça va être un très beau match, très ouvert avec beaucoup de qualité technique. Après, à voir comment les équipes vont jouer, est-ce qu'ils vont se livrer ou pas, est-ce qu'ils vont resserrer les blocs ou est-ce qu'au contraire ils vont essayer d'attaquer. Si on a deux équipes qui attaquent, ça peut faire un très très gros match au premier tour. D'accord, alors tu le sens bien sur le cas. Au niveau du spectacle, ouais. Croatie qui est impressionnante dans les par rapport à la compo, par rapport. T'as vu le milieu? Ouais, par rapport à l'effectif, mais paraît-il qu'il y a des problèmes au niveau de la fédération, que l'ambiance est pas terrible au sein de cette sélection. Puis les supporters sont toujours un petit peu turbulents et donc comme il y a ce conflit là aussi vis-à-vis de la fédération, supporters-fédération, et on se souvient de ces fans croates qui avaient par exemple un peu mis le dawa en Italie du côté de Gênes. Donc on craint aussi que les fans croates. C'était les Croates. Il y avait il y a les Serbes aussi. Ouais. C'est les Serbes. C'est peut-être les Serbes. Moi je me rappelle plutôt de la Serbie avec le grand crâne rasé. Ouais, je confonds. Ah oui, Bogdanov. Confondre Serbe et Croate. Bogdanov, je sais plus comment ça va leur faire plaisir. Ouais, ça va faire plaisir aux Croates. Ouais, c'est vrai. Pardon. Je m'excuse. Je mea culpa. En tout cas, il y a pas d'ambiance terrible. En tout cas, c'était pas en Croatie qu'ils avaient des histoires de corruption avec la. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je m'excuse si je confonds les fans. Mais oui, il y a quelque chose, mais sur le papier, la sélection croate est impressionnante et avec du Modric, du Rakitic, du Kovacic, du Brozovic, avec un Dario Srna qui est toujours là. Srna, voilà, Mandzukic en attaque. Turquie, t'as 2-3 gars assez sympas, t'as Arda Turan, t'as Çalhanoğlu, qui risque peut-être d'ailleurs de marquer quelques coups francs pour cette compète. Et puis il y a quelques gars un petit peu comme Nouri Sahin qu'on connaît bien. Donc voilà, ça peut être c'est vrai un beau duel de tireurs de coups francs avec Srna et Çalhanoğlu. On verra ce que ça donnera côté coup franc. Çalhanoğlu qui joue, l'ex-joueur de Karlsruhe qui joue à présent à Leverkusen. Qui est passé par Hambourg, non, entre-temps. Je crois qu'il est passé par Hambourg, il est pas resté longtemps. Ouais, mais il a une frappe de balle, je crois. Il a une frappe de balle exceptionnelle. Et il a une belle frappe à découvrir. Si vous ne connaissez pas ce joueur, ce sera dimanche après donc le café Schnaps à 15h. Turquie, Croatie, un petit prono sur ce match là, c'est assez indécis quand même. 2-1 pour les Croates. Ouais. 2-2. 2-2 et 2-1 pour les Turcs. Ouais, moi je dirais un petit 3-1 pour la Croatie quand même qui est plus forte sur le papier, mais la Turquie risque de se rebiffer par la suite. On suivra ça. Il est 18h, messieurs. Alors on va rendre l'antenne. Je sais pas s'il y a une émission derrière, mais en tout cas pour nous c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve donc lundi 17h, toujours 17-18 18h le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi sur ABS pendant toute la compétition pour évoquer les matchs de l'Euro. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. Et donc bon week-end foot. Allez la France, rendez-vous lundi 17h pour le Morito Euro spécial Euro. Ciao. Ciao.